Salut, alors c'est une vidéo un peu particulière en effet, puisque à la suite du précédent épisode où j'ai lancé des possibilités d'arrêter le blog pour des raisons diverses, surtout de temps, des choses comme ça, le retour a été euh, au-delà de ce que je pouvais imaginer. J'ai un nombre invraisemblable de retours, bon, par des commentaires, que ce soit sur le canal YouTube ou sur WordPress. Et surtout, tous les courriers que j'ai reçus en direct, des courriers de toutes sortes, tous enfin, avec une unanimité assez extraordinaire sur le fait de continuer évidemment, parce que voilà, ça a l'air d'être quelque chose qui est très utile, a priori. Simplement, l'ordre de grandeur ou l'amplitude du retour est totalement inattendue parce que bon, je m'attendais bien évidemment que ça puisse susciter un peu de remous, mais à ce point-là, c'est vraiment tout à fait au-delà de ce que je pouvais imaginer. Je pensais pas que ce blog-là était vu par autant de gens et par autant de passionnés en soi. Bon, donc si en fait fallait peser le pour et le contre sur le blog qui continue ou pas, j'avoue que ça apporte un poids considérable du côté de la balance d'un côté. Donc évidemment, dit comme ça, c'est sûr que je vais continuer à faire des vidéos. J'ai probablement peut-être changé certaines choses, peut-être les longueurs, peut-être plus court, je sais pas. Après, je verrai bien si je dois m'orienter plus sur l'électronique générale ou des choses comme ça, ou sur des trucs particuliers. Tout dépendra des sujets sur lesquels je tomberai, parce que souvent je les trouve au fur et à mesure comme ça, hein, c'est pas forcément des trucs prévus de longue date, hein. J'en ai quelques-uns depuis longtemps, d'autres que j'improvise selon les circonstances. Ce qui va être le cas de ce dernier épisode de l'année, qui sera peut-être en deux parties, je ne sais pas à quelle longueur ça fera au total, ce sera relativement long je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Néanmoins, juste quelques mots quand même sur tous les retours que j'ai eu, parce qu'il y a des retours extrêmement inattendus et tout à fait incroyables. J'ai eu des offres d'emploi pour avoir, disons, des moyens de travailler plus flexibles, sans télétravail, des choses comme ça. J'ai eu des offres de cotisation pour pouvoir financer telle ou telle chose, du matériel, des trucs comme ça. J'ai eu des trucs, une vidéo sur YouTube d'une personne qui a vraiment fait tout un truc sur l'intérêt du blog, etc. Ce qui est tout à fait surprenant parce que vu d'où je suis, je ne vois que les quelques commentaires passer par là. Et en fait, je ne sais pas exactement ce qui se passe de l'autre côté. C'est difficile, même les statistiques des sites ne disent pas grand-chose sur comment perçoivent les gens le contenu, etc. Alors, en fait, il y a énormément plus de gens qui s'intéressent à l'électronique, a priori général, un petit peu sur l'audio, parce que bon, c'est un sujet un peu universel, mais il y a beaucoup de gens qui regardent ça du côté purement électronique, standard, un peu à la Ivy Blog, même si je ne suis pas dans le même style et je ne pourrais pas le faire, parce que je ne suis pas à temps plein et je ne suis pas équipé. Je n'ai pas une pièce qui permet de filmer dans les conditions d'éclairage correct. Hein, j'ai d'une manière récurrente les vidéos sur le tronçon ou les choses comme ça, où la balance des blancs est absolument atroce, ce qui fait que j'ai un teint écarlate que je n'ai pas normalement. Heureusement, j'ai l'impression des fois d'être malade. Euh, Ce qui peut donner des impressions à des conseils psychologiques assez inattendus aussi, j'avoue. Enfin bon, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est assez rigolo parce que entre la perception que les gens ont et la réalité, il y a des fois des fossés gigantesques. Enfin, qu'importe. Néanmoins, c'était très inattendu au niveau de la variété des réactions, hein. J'avoue, certaines en sont allées assez loin. Je suis très étonné sur vraiment des gens qui essayaient de trouver une solution. Alors qu'en fait, euh, la solution elle viendra parce que de toute façon, je quitterai mon boulot à court ou moyen terme parce que je ne vais pas rester dans un travail qui ne me plaît pas. Mais de toute façon, des contraintes, je vais dire, plus familiales me poussent à déménager. C'est pas parce que, pour une raison obscure, c'est vraiment pour des raisons purement familiales que je veux remonter et donc faire un déménagement. Sinon, je reste là, évidemment, mais c'est pour d'autres raisons. Donc,
il est probable qu'il y ait une période où je serai beaucoup moins présente, simplement parce que j'aurai empaqueté tout et il va falloir redéballer de l'autre côté. J'ai même eu plusieurs offres de bras pour m'aider à déménager, mais bon, c'est jamais... Bon. Déjà, je ne vais pas quémander de l'aide, je me débrouille tout seul, c'est bien comme ça. Je déteste dépendre des gens pour ce que je fais. Et puis bon, ça ne tombait pas du tout dans les bonnes régions, etc. Mais c'est incroyablement... c'est difficile de trouver des mots là-dessus parce que on pourrait croire que je suis totalement insensible à quoi que ce soit, mais c'est absolument pas le cas, évidemment. On n'est pas des machines. Et là, j'avoue, ça a été vraiment tout à fait étonnant. Donc, tout ce que je peux dire, c'est merci, mais je ne peux pas dire plus. C'est con, hein, j'aurais tellement dire plus, tellement. Mais bon, je pense qu'on aura saisi un peu quand même le fond du truc. Néanmoins, donc, pour ce dernier épisode de l'année, qui sera peut-être coupé en deux avec la suite de l'année prochaine, en fait, on va faire un exercice de style qui est, je pense, quelque chose qui est plus intéressant pour ceux qui veulent débuter. En fait, ça vient d'un courrier que j'ai reçu de quelqu'un qui voulait fabriquer un ampli à tube et qui voulait débuter là-dedans en essayant d'acheter un kit tout fait et l'assembler et faire son premier ampli à tube. Alors, du point de vue purement apprentissage, parce que moi je suis passé par cette voie-là, plus ou moins. Bon, à l'époque c'était plus des revues genre Radioplan, Électronique Pratique, tout ça, où le schéma est tout fait, le circuit est tout fait quasiment. Il suffit de faire son circuit, de faire les trous, de souder les composants, branches. C'est un peu comme un kit, sauf bon, c'est un peu plus explosé, mais le problème c'est qu'on n'apprend rien en faisant ça, ou on apprend très très peu. On apprend en général, quand on n'a pas trop de matériel, ben, ça marche pas, on essaie de bidouiller 3-4 trucs, changer 3-4 trucs sans rien comprendre, puis finalement à la fin ça passe à la poubelle, ça n'arrive pas à faire fonctionner, ou il fonctionne du premier coup, le truc, et puis on ne se pose pas plus de questions, on croit avoir fait de l'électronique, mais en fait on en sait autant avant qu'après. Donc je pense que le kit n'est pas une solution aussi efficace que ça pour apprendre. Je pense qu'on peut acheter un kit pour faire des expériences, genre des plaques à trous, des composants de toutes sortes et tout ça pour faire des expérimentations, plutôt que d'acheter un kit tout fait, d'un appareil tout fait, où tout est déjà pré-mâché, il suffit de mettre, souder, surtout en général les amplis à tubes par exemple, c'est très facile à souder, c'est que du trou traversant, il n'y a pas besoin de faire 36 000 trucs, il y a quelques précautions d'usage sur les tensions et tout ça, mais disons pour comprendre comment fonctionne le système, finalement c'est secondaire, on n'est pas obligé de le faire. Alors moi, je vais parler aujourd'hui d'une autre démarche que je trouve plus intéressante, c'est de partir d'un schéma qui existe, ça peut être sur n'importe quoi, je vais prendre un exemple moi d'un truc de l'audiophile, et le modifier et faire autre chose à partir de ce schéma-là et se forcer à changer de composants et de se forcer donc à recalculer les points de repos, les valeurs des composants qu'il faut changer, etc. Ce qui force à comprendre comment le schéma fonctionne. Alors là, je vais partir justement d'un ampli à tube. C'est pour intéresser donc, celui qui m'a envoyé la demande, que je pense que ça lui donnera une base de travail sur laquelle il pourra évoluer et il pourra justement étudier ce schéma-là, le monter, l'expérimenter, faire des réglages en ayant changé les composants de base. Alors c'est un ampli à tube qui vient de l'audiophile, donc je vais le montrer un peu au niveau de ses composants et au niveau de son fonctionnement. Donc on va faire une vidéo sur comment il est à l'origine. Je vais partir d'une situation hypothétique où j'ai des tubes, mais ce n'est pas ceux qui sont dans le schéma. Donc je vais essayer de modifier le schéma pour coller à des tubes que j'aurai, choisir les tubes que j'ai qui correspondraient au mieux pour la fonction, et changer le schéma à partir de ces tubes-là. Et après, modéliser l'ampli, essayer sur un simulateur analogique le fonctionnement, voir comment il se comporte par rapport à l'original, et à la fin, pourquoi pas, le fabriquer. Donc c'est pour moi une démarche qui est beaucoup plus intéressante que le simple kit tout pré-mâché. C'est plus difficile parce que déjà, il faut savoir comment modifier un schéma au niveau de ses composants. Là, le but, c'est pas de modifier la structure du schéma. C'est de modifier les composants dedans et le réadapter pour fonctionner avec d'autres composants. C'est une première étape. Après, l'étape suivante, c'est vraiment de créer un schéma de toutes pièces à partir de briques élémentaires, ce qui sont les briques habituelles de la conception de schéma.
Mais là, c'est une étape intermédiaire pour commencer à aborder l'électronique à partir de choses qu'on aura faites et qui seront des choses qui ne sont pas une copie de ce qui existe déjà, mais qui sont quelque chose auquel on a mis quelque chose de personnel dedans. Donc là, on va prendre cet exemple-là comme support de travail et on va donc faire notre premier ampli à tube à partir d'un autre avec des composants qu'on a à la maison et voir un peu ce qu'on peut en tirer et finalement peut-être même faire mieux que l'original. Alors pour illustrer ce principe de recycler un schéma avec ce qu'on peut avoir sous la main, je vais partir de l'exemple du premier ampli à tube que j'ai fabriqué à l'époque. C'était fin des années 80, c'était un schéma qui était sorti dans ce numéro de l'audiophile, numéro 37, première série. Et c'est un ampli très simple, il faut voir ici, 2 étages, ECC 83, 6V6, des tubes extrêmement courants, qui le sont toujours d'ailleurs, d'une dizaine de watts, facile à construire. Le schéma n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Hein. D'ailleurs, l'auteur s'est planté dans sa description, hein, il n'a pas compris le fonctionnement. Mais bon, c'est facile à faire, ça marche à tous les coups, ça n'a pas besoin de composants extraordinaires, à part un transfo de sortie qui était facile à trouver à l'époque, et une alimentation toute bête, vraiment avec une valve, double diode à vide. Si le transfo est un peu faiblard, on peut utiliser un pont de diode, hein, c'est pas un problème. Enfin ici 2 diodes. Bon, après si on veut le rester dans la beauté du geste, on peut conserver la diode, la double diode ici. Alors l'exercice ici, c'est voilà, j'ai des tubes en stock. Voilà, j'ai essayé de réunir quelques trucs qui pourraient convenir. Il va falloir faire le tri de tout ça, puis choisir un peu et voir à quel niveau il faudrait modifier le schéma pour les utiliser et adapter à ce qu'on a. Déjà, il faut choisir ses tubes, trouver ce qui correspond à peu près à l'esprit du schéma. Ici, un étage d'entrée à fort gain et des tétrodes en sortie. Déjà, le gain des tubes à choisir est quand même important. Il faut prendre des tubes à grand gain ou grande transconductance, disons l'un ou l'autre. Donc il faut quand même choisir des trucs avec des gains suffisants. Ça, c'est la première contrainte des tubes d'entrée. Après, en tube de sortie, en fonction des stocks qu'on a, il ne faut pas prendre trop puissant, sinon on passe à un tout autre style d'ampli. Mais bon, voilà ce que j'ai un peu trouvé. Moi, il m'en faut au minimum 4 de chaque, donc je suis plus limité en référence. J'ai plein de références où j'en ai pas beaucoup. Donc là, j'ai choisi quelques trucs faciles à trouver, où j'en ai 4 en stock. Voilà. Alors, d'abord, on va balayer les diodes, les tubes à vide d'endressement. Alors ce qui est demandé sur le schéma, c'est des 5U4. Alors 5U4, c'est vraiment le tube redresseur le plus connu. Hein. Ça, c'en est un. Bon, c'est pas la boîte un peu ravagée, mais ça, c'est une version RCA en bulbe ST14, avec des épaules. Hein. Voilà. Bon, c'est un tube 225 mA en continu. Voilà, bon, 450 volts. C'est un tube extrêmement classique. Malheureusement, c'est un tube un peu trop classique et les prix s'envolent très vite dès lors qu'on a une marque un peu connue. Cette version Bellevue là, elle n'est pas donnée hein, quand on la trouve. Alors, je ne parle même pas des RCA, Mullard ou tout ce qu'on veut, tous les pendants de ça. Alors moi je propose un autre tube. Ici j'ai la version RCA, c'est la 5R4. 5R4 qui est un tube. Alors là, pour le peu, qui ne vaut plus rien. Alors là, ce que je viens de faire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc je vais le refaire dans l'autre sens. J'ai ouvert le tube côté étiquette là. Normalement, un tube, ça s'ouvre de l'autre côté. Simplement, dans la boîte, avec la référence en haut, le tube est dirigé les pattes vers le bas là. Et déjà, ça évite de ravager le haut et de perdre le haut et puis savoir ce que c'est. Mais en plus, prendre le tube par le bulbe, c'est vraiment pas pratique. Souvent, même des fois, il y a un bout de carton devant qui bloque. Le prendre par en dessous. Donc il vaut mieux ouvrir par en dessous, parce qu'il est beaucoup plus facile dans ce cas de prendre le tube. Il est déconseillé de tirer les tubes par le bulbe. Il vaut mieux toujours prendre par le culot, quoi qu'il se passe. Quand on le débranche du support, il faut toujours prendre par le bas, jamais par le tube, parce que ça se décolle et puis on peut casser les trucs. Donc là, il faut toujours prendre autant que possible. Hein. Bon, c'est pas dramatique non plus, mais disons que autant que possible, prendre l'habitude de prendre par en dessous les tubes. Et de les ranger toujours dans le même sens. Donc ça c'est le 5R4, c'est un tube qui est malheureusement beaucoup moins populaire que l'autre. Il supporte un peu moins de courant, 150 mA en continu, mais
comme le prix de ça est tellement ridicule maintenant, il suffit d'en mettre deux, mettre les sections en parallèle, et puis on a quelque chose qui fait 300 milliampères, puis on a des tubes qui fonctionnent parfaitement. Mais un seul suffirait là. Alors ça c'est une version RCA avec une embase marron là. On aurait l'impression que c'est une version un peu plus robuste. Mais bon, quand on regarde, bon, il y a deux mica, hein, là et là. Il n'est pas très épais, il n'y a pas vraiment de truc pour rigidifier le tout. Bon, c'est vraiment une construction standard avec chauffage direct. Hein. Ici on voit les cathodes qui sont le filament lui-même qui est revêtu d'un truc émissif. Donc ça, c'est un tube compact qui marche très bien, qui supporte des hautes tensions d'ailleurs. On peut utiliser dans les amplis à 845 en mettant en parallèle. Donc ça c'est bien. Là j'ai trouvé deux exemplaires de ça. Ça marche très bien. Mais si on veut vraiment taper dans quelque chose de beaucoup mieux que ça, il faut prendre. Allez, c'est facile à trouver et ça coûte. Alors là pour le peu, mais alors pas cher du tout. C'est cette version. C'est le même. C'est une 5R4. Sauf que c'est une version fabriquée probablement pour les militaires de chez Chatham Électronique. Alors ça, la construction, c'est quand même une toute autre envergure. Les micas sont très épais, et là il y en a trois. Il y en a un là, il y en a un ici, et puis il y en a encore un en dessous. On le voit pas très bien, mais derrière, on voit une construction vraiment sans faille. Des micas vraiment épais, des systèmes pour rigidifier le tout. Tout est monté vraiment de manière nickel. Un verre extrêmement épais. Contrairement aux autres, là, vraiment le verre est très épais. Tout est vraiment maintenu dans une embase. Alors là, pour le décoller, celui-là, il faut se lever parce qu'il est vraiment pris sur toute la hauteur. Et c'est quelque chose de vraiment super. C'est un super tube et ça ne vaut rien. Donc ça, c'est ça qu'il faut mettre. À la limite, on met deux pour être tranquille. Et voilà. Donc ça, alors attention à ces tubes-là, hein, que ce soit ça ou les autres, il ne faut pas mettre des gros condensateurs directement devant, hein, parce que au démarrage, ils sont court-circuités, on peut avoir des arcs. Donc il faut pas trop les charger. Mais alors ça, c'est vraiment super. Vaut mieux acheter ça que des 5U4 parce que 5U4 c'est très surfait par rapport au tube lui-même parce que c'est vachement connu. Donc voilà, 5R4 c'est une bonne référence pour ça, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont tous le même brochage, donc ils sont tous interchangeables, on peut pas s'emmerder avec la valve. Donc c'est pour ça que je balaye vite le tube de redressement. Ça c'est pas trop un souci, on peut mettre ce qu'on veut. Alors après, tube de sortie d'abord, alors j'ai des 6V6, donc bon je vais rester sur l'étage de sortie, comme ça, hein, je vais pouvoir utiliser ça dans mon exemple. Mais, par exemple, alors j'ai pas grand chose, mais par exemple j'ai trouvé ça, alors j'en ai plein, des PL36. Alors les PL36, c'est beaucoup plus gros, hein, c'est clair, c'est beaucoup plus gros, c'est à la taille d'une EL34. Alors P, c'est la tension de filament. Alors c'est l'équivalent de la EL36, sauf que ça c'est du 25 volts de filament. Mais si on bobine son transfo, à la limite les tensions c'est pas trop grave. Alors justement ça permet de parler un peu de ces références équivalentes que l'on trouve énormément souvent et qui sont très ignorées. Et c'est con parce qu'on peut avoir des tubes connus de haute qualité beaucoup moins chers que ceux qu'on trouve habituellement. Alors l'exemple c'est la 6V6 par exemple. Il existe une 12V6 qui est 12 volts, sauf que personne n'en veut parce que personne les demande et c'est pas utilisé, alors que c'est le même. Il existe une version 7 volts. Alors je dis de tête, je me trompe peut-être. Je crois que c'est 7L7 ou 7N7, quelque chose comme ça. Il existe une version 7 volts qui a un autre support, ça doit être du Rimlock ou quelque chose comme ça, qui est exactement le même mais que personne n'en veut, c'est pareil. Alors PL36 existe en EL36 aussi. Et ça, c'est intéressant d'essayer de trouver ces versions, on va dire, dissidentes. Bon, moi, j'ai ça en stock, mais parce que ça permet de faire quelque chose de tout à fait équivalent à un prix beaucoup plus faible, parce que personne n'en veut, tout simplement. Surtout pour les gens qui restaurent des appareils, ils n'ont pas le choix sur les tensions de filament. Donc, ils sont obligés de prendre les originaux. Et à force d'être connus que sous ces références-là, mais ce ne sont que ces références-là qui sont achetées et dont les prix s'envolent. Donc, c'est intéressant d'aller fouiller un petit peu ces équivalents avec des filaments différents. Sans aller dans des extrêmes. Hein. Il y a des versions avec des filaments de 110 volts, on va peut-être pas aller jusque là, mais bon. Alors, ça c'est tout ce que j'ai pu trouver en sortie. Après, j'en ai pas assez ou j'ai pas vraiment de trucs. On pourrait utiliser des 6L6. Hein, 6L6. Là c'est 6V6, on peut prendre la 6V6G tout court, qui est là une version ST, qui est plus jolie, plus grosse. J'avais des Westinghouse à l'époque pour ça. Hein. Après, c'est des tubes qu'on peut trouver facilement. Alors si on veut vraiment assurer à mort, il faut utiliser les versions de chez Bendix
les versions Red Bank. Il existe une 6v6 Red Bank qui est vraiment, alors là, on pourrait doubler carrément les caractéristiques au niveau puissance tellement c'est robuste. J'ai plus la référence en tête, mais c'est assez facile à trouver sur le net. Alors bon, c'est beaucoup plus cher parce que c'est plutôt connu, mais ça c'est un super tube, hein. C'est tube Red Bank, là c'est assez monstrueux. Bon, j'ai que ça sous la main. Maintenant les tubes d'entrée. Tube d'entrée, la contrainte, on va dire, il faut du gain ou de la transconductance, ou les deux. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé là-dedans? J'ai pas de CC83. Alors j'ai du 12AT7. Hein. CC81 peut-être. Ça doit être CC81. Donc ça a un gain de 60 au lieu de 100. Alors ça c'est une version Mullard de l'armée anglaise. Alors c'est ce que j'utilise dans le Crampistax. Voilà, c'est un tube militaire emballé avec son petit support pour éviter de tordre les pattes. Hein, version Mullard et tout. Ça c'est un super tube. Hein. Des fois on peut le trouver à des prix pas possibles. En fouillant, on peut trouver des stocks de tubes comme ça. C'est assez intéressant. Hein. C'est un très bon tube. Donc ça c'est une possibilité, double triode avec un gain qui est pas trop mauvais, 60 c'est pas mal. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre 6SL7, un grand classique du genre. Hein. Ça c'est un tube déjà octal, déjà plus sérieux au niveau taille. J'aime bien, je préfère les tubes octal que Noval parce que je préfère les supports, je les trouve plus fiables et puis bon les tubes sont plus fiables. Après c'est plus gros. Donc là c'est une version Sylvania avec des plaques rondes. Hein. Bon bah, ça c'est un excellent tube. Hein. On peut utiliser évidemment des versions plus, on va dire, plus réputées, qui sont des versions, on va dire, améliorées. Alors je dois avoir ça là-bas. Ce sont des 5691. Alors c'est pareil, ce sont des 6SL7. Voilà, ça. Ce sont des 6SL7 de chez RCA. Ce sont des trucs, on va dire, militaires ou industriels. Ce sont les mêmes. Sauf qu'ils sont beaucoup plus robustes avec des durées de vie beaucoup plus longues. Alors si on peut trouver ça évidemment, mais c'est du 6SL7. Pareil. Mais bon, moi j'en ai pas mal de comme ça. Bon, bah, ça pourrait aller très bien. Donc voilà, 6SL7, qu'est-ce que j'ai d'autre alors, c'est pas de la double triode, c'est la simple triode. Alors ça c'est un tube tout à fait extraordinaire. C'est la 6C45. C'est en fait l'équivalent russe de la Western Electric 437. Ou la 3A 167 ou 157M, je sais jamais, qui est un truc à très très grande pente. Alors ici c'est relativement petit, hein, et alors là c'est un vrai petit monstre, il est capable de dissiper 10 watts avec ses grosses plaques, sa grille cadre, donc il a un gros gain et une grosse transconductance. C'est un super tube, alors il vaut pas trop cher, surtout par rapport à ses caractéristiques. Un truc que j'aime bien sur ce tube là, c'est le revêtement des pattes qui est inoxydable, qui n'est pas doré, mais c'est pas grave, hein. Et c'est un truc vraiment qui tient la route et qui est vraiment robuste, et alors avec ça on peut faire des choses. Donc ça c'est une possibilité. Le problème c'est là il en faudrait 8 si je voulais utiliser que ça. Mais bon, j'en ai un certain nombre, là j'en ai 4, j'en ai 8 qui traînent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai un tout autre système, ici c'est une PCL82. En fait c'est la version P de l'ECL82 avec une autre tension filament. Je ne sais plus si c'est 16 volts ou quelque chose comme ça, qu'importe. Donc, ici, ce tube-là, il a la taille d'une EL84, mais c'est un tube double. Il a une triode et une pentode. Alors, avec ça, on peut prendre deux tubes et faire carrément un ampli complet avec la triode en entrée et la pentode en sortie. On peut faire un truc extrêmement simple avec deux tubes. Il y a plein de gens qui ont fait ça, hein, avec le CL82. Alors la PCL82, qui est la même avec une autre tension filament, elle ne vaut rien. C'est pareil, c'est un tube qui vaut rien. Commercialement parlant, on peut l'avoir en brouette pour pas un rond. Voilà un tube qui est intéressant pour expérimenter des trucs ultra simples. Alors ça pourrait être utilisé parce que la triode, elle a du gain, et la pentode peut tout à fait être utilisée comme, on va dire, source de courant, on va dire d'une manière simplifiée, en SRPP. Parce qu'il faut bien voir qu'en SRPP, il n'y a absolument rien qui impose que le tube d'en haut soit le même que le tube d'en bas. C'est totalement indépendant. C'est pour des raisons pratiques, mais ici on pourrait très bien faire un SRPP avec un tube comme ça. L'avantage de la pentode, c'est qu'elle a très gros gain, naturellement. Donc ça risque de faire une source de tension qui peut être intéressante. Source de courant intéressante, une charge très élevée pour la triode, donc en tirer le maximum de gain. Ça, c'est une solution tout à fait possible et assez simple. Donc voilà, ça c'est des tubes que j'ai en stock.
Et ben, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va aller étudier le schéma. Hein. On va aller regarder un peu la compréhension, quelles sont les valeurs de résistance qu'il va falloir réévaluer. Après, on va aller voir les caractéristiques des tubes et sélectionner la combinaison qui nous intéresse. Et après, simuler. On va utiliser un simulateur Spice, un VLT Spice, pour simuler l'ampli, voir un peu qui bouge dans quel sens, etc. Quelles sont ses limites, où est-ce que c'est vicieux, où est-ce qu'il faut travailler pour avoir le premier jet du schéma définitif de l'appareil, qu'il n'y aura plus qu'à mettre en œuvre pour faire son proto et faire son ampli, mais avec d'autres tubes. Donc voilà, on va regarder un peu le fonctionnement de cet ampli au niveau du schéma. Ok, donc on va regarder un peu comment ce montage fonctionne et voir un peu comment une première lecture peut donner en fait une interprétation qui n'est pas celle du fonctionnement et comment une deuxième lecture, celle qui est donnée dans le numéro de l'audiophile, n'est pas non plus une bonne interprétation du fonctionnement de ce schéma. Alors ce schéma, je vais l'écrire sous la forme de bloc, beaucoup plus simple à lire, où je vais en fait substituer ces étages d'amplification qui ont un gain donné par simplement un simple ampli avec un gain donné, inverseur, et en rentrant sur l'entrée négative, avec une entrée positive à la masse. Simplement, ça permet de retrouver l'écriture conventionnelle avec ampli op. Mais ici, c'est un ampli op, mais à gain non infini, hein, et utilisé directement en simple entrée négative. Donc c'est un système qui inverse, la sortie est dans une polarité inverse. Hein, c'est pour ça que je le mets sous cette forme-là. Éventuellement, il y a une entrée de contre-réaction hein, qui est ici. Et l'étage de sortie, qui est ça, que je représente par un simple ampli, différentiel en entrée et différentiel en sortie, et des trucs supplémentaires pour faire le câblage ultralinéaire. Simplement, c'est pour attaquer le transformateur de sortie ici, en mode ultralinéaire. Néanmoins, lorsqu'on remplace donc tout ça par juste ces blocs-là, voilà ce qu'on obtient. On obtient un truc beaucoup plus simple, vu comme ça. Alors, ce schéma, il a vraiment une particularité. C'est bon, il y a l'étage d'entrée avec sa capa et puis ça attaque. Par contre, ici, on passe par un système ici où j'ai noté tous les éléments, mais le piège là-dedans, c'est que certains éléments ont été rajoutés après pour optimiser le système et d'autres sont là, mais pas pour des raisons d'amplification. Ils sont là pour d'autres raisons, on verra après. Alors, ces éléments, on va dire, supplémentaires, c'est la petite résistance du réseau. On voit dans le schéma d'origine, il y a la résistance de 330K, ici, là, ici, et une petite résistance de 5K, quelque chose comme ça. Alors, on pourrait se dire, quand on regarde le schéma tel qu'il est dessiné sur l'arbre audiophile, cette petite résistance, qui vaut à peu près 5K, elle pourrait servir pour extraire du signal de sortie ici, une portion qui est l'inverse du gain de ça, ce qui permet de re-rentrer dans le même étage que ça, avec du gain, et retrouver le gain d'origine. C'est-à-dire on amplifie, on réduit par un pont diviseur de la valeur 1 sur G, donc ici G c'est à peu près 60, 65, 70 dans ces eaux-là, donc on divise le truc par G, donc on se dit 330K, 5K, ouais on est dans les 65, quelque chose comme ça, effectivement. On réduit le signal ici par 1 sur 65, 1 sur G. On repasse par le même étage qu'un gain de G. Et pouf, on se retrouve avec quelque chose qui est opposé. Sachant que si ici on part en positif, ici on part en négatif, et ici on repart en positif. Alors ça c'est la vision rapide, quand on lit comme ça, c'est symétrique, ça a l'air d'être comme ça. Mais en fait c'est pas du tout comme ça que ça marche. D'ailleurs, vraiment pas. La raison est simple, enfin il y a plusieurs raisons, mais la première raison, c'est que le paraphase, qui est le nom de ce schéma, ne contenait pas cette petite résistance qu'on pourrait penser comme étant un pont diviseur. Elle n'existait pas. Donc, c'est pas du tout à ce niveau-là que ça se passe. Ensuite, quand on lit l'article en lui-même, il parle de on divise par 2 le signal ici et on passe dans un système d'amplification avec contre-réaction qui a un gain de 2. Oui, c'est effectivement, ça a déjà plus de sens, qui permet de cette résistance-là, le fait qu'elle n'existe pas ne pose pas plus de problèmes que ça. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de division par 2 et il n'y a pas de gain de 2. En fait, on le voit très bien quand on redessine de cette manière-là. Alors, le R', c'est la petite résistance. Elle est négligeable devant le reste. C'est juste une variable d'optimisation du système final. Dans le schéma d'origine, c'est carrément court-circuité. Alors, l'auteur, il pense que
en fait, le signal ici est divisé par 2 via cette résistance-là et cette résistance-là, ici et là. Celle-là étant négligeable dans le pont diviseur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un pont diviseur, tout simplement parce que la sortie ici a aussi cette résistance au commun et ça ne peut pas être un pont diviseur par 2. Ce n'est pas possible. Au contraire, si en fait on se retrouve avec la même chose ici que là, c'est-à-dire que le schéma est parfaitement symétrique, en fait on a exactement la même chose de chaque côté et ici on a 0, on a un point milieu, on va dire virtuel, et cette résistance ne sert absolument à rien au niveau électrique à ce niveau-là. Donc c'est une résistance qui est là, mais pas pour l'amplification. Elle est vraiment faite pour autre chose. Donc en fait, la réalité, c'est que cet ampli, là, qui est le même que ça, est simplement entouré d'une résistance ici, de 330K dans le schéma, et d'une autre résistance de 330K en contre-réaction, avec une petite résistance, on va voir pourquoi elle est là, mais qui est négligeable, enfin qui est toute petite. Et en fait, on se retrouve avec un système contre-réactionné standard de gain unité. C'est tout simplement un buffer de gain 1. Alors, cette section d'amplification n'a pas un gain infini. Donc, cette entité-là n'a pas un gain de 1 exactement. Elle a un gain un peu inférieur à 1. Et en fait, comme on retrouve une configuration de suiveur-inverseur, le gain n'étant pas tout à fait de 1, en fait, on peut augmenter légèrement la résistance de contre-réaction pour compenser la chute de gain due au fait qu'il ne soit pas infini. C'est-à-dire qu'on peut compenser ici pour trouver un gain exactement égal à 1. Et c'est ça, c'est à quoi sert cette résistance-là, c'est augmenter légèrement la contre-réaction ici, de telle sorte que le gain global réel vaut 1, bien que le gain interne de l'ampli ne soit pas infini. Et c'est ça l'astuce. Alors, à quoi sert ce RG là, ce truc supplémentaire? En fait, le piège ici, c'est que RG il est émis aux mêmes valeurs que les autres. Mais il n'a pas forcément du tout besoin d'avoir cette valeur-là. Et c'est ça qui a dû induire en erreur l'auteur de l'article, c'est comme il a vu la même chose, il s'est dit ça divise par 2. Mais pas du tout. Cette résistance-là n'a rien à voir avec le système. En fait, le problème, c'est ces tubes-là ont besoin de résistance de fuite de grille. C'est-à-dire que la grille, étant une électrode comme les autres, peut accumuler des électrons, et s'il n'y a pas un moyen d'évacuer, en fait, elle va accumuler des électrons, devenir de plus en plus négative, et va vraiment perturber le fonctionnement du tube. Il faut absolument des résistances de fuite de grille. Et ce, d'autant plus que l'attaque peut être élevée et peut rapprocher la grille de la cathode. En fait, dès lors que la grille est au potentiel de la cathode ou même le dépasse, en fait, on se retrouve avec du vrai courant de grille qui devient de plus en plus important et il faut évacuer ces électrons. Si la grille est en l'air, c'est-à-dire ici, alors ici on ne risque pas de rentrer, hein, on rentre dans quelque chose ici, ici ça ne risque pas de partir par là, hein. En fait, on a quelque chose qui est la forme d'électrode en l'air. Et ça, c'est absolument à proscrire dans les tubes. Donc il faut forcément des résistances de fuite de grille qui sont suffisamment élevées pour que ça n'interfère pas avec le montage, mais suffisamment faibles pour qu'il y ait suffisamment de courant issu des grilles qui puissent évacuer les charges. Donc il faut des résistances de fuite de grille. Pour les 6V6, elles doivent être inférieures à 470K, sinon le débit n'est pas suffisant si on utilise le tube un peu fort. Et donc en fait cette résistance-là, associée avec ça et ça, sont des résistances de fuite de grille pour l'étage là. Ici une petite résistance là. Et en fait, les grilles qui arrivent là, hein, donc ici je suis là, passent par cette résistance là et celle-là pour évacuer. Et celle-là passe par ici, la capote est là. Pour moi, voilà, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ça passe par ici et va par là. Cette résistance-là, c'est une résistance de fuite de grille associée aux deux résistances-là. Et il faut que la somme des deux soit inférieure à ça. C'est pour ça que dans le truc d'origine, il y a 330K par résistance, c'est un peu élevé. Alors, c'est pas 330K exactement parce que cette résistance-là est partagée des deux. Donc, elle est vue comme une résistance moitié. Bon, après, ça suppose que les tubes sont parfaitement symétriques, tout ça, mais c'est un peu élevé. Idéalement, il faudrait peut-être les réduire un peu. Mais bon, ça passe. Moi, j'aurais tendance à choisir des résistances plus faibles, ne serait-ce que pour des questions de bruit, et pour être sûr de ne pas se retrouver à la limite des valeurs du constructeur, quoi. Mais bon,
Simplement, cette résistance-là n'a rien à voir avec l'amplification, elle est juste là pour simplifier, faire un schéma simple, mais qui a plusieurs utilités en même temps. Hein. Donc, cette résistance-là sert de résistance de fuite de gris, indépendamment du truc. Cette résistance-là sert à rétablir le gain pour qu'il soit de 1, parce que le gain ici n'est pas infini. Et le tout est un buffer. C'est-à-dire qu'en un seul truc, on met 3 fonctions, ce qui est plutôt élégant. Hein, mais tous les paramètres jouent entre eux. Il ne faut pas que RJ soit trop faible, sinon ça va ici faire des choses qui pourraient influer le gain de l'ensemble. Il faut qu'elle soit suffisamment élevée. Si la résistance ici est considérée comme petite, cette RG, c'est comme si elle était ici. C'est comme si on la retrouvait là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un simple sommateur inverseur. Donc ici, comme c'est à 0, en fait, ça n'a pas d'importance. Après, ce qui pourrait avoir l'importance, c'est que cette résistance-là risque de charger cet étage-là. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas être trop faible, simplement parce que ça, quand même, ces résistances-là, chargent l'ampli ici. Et comme ce sont des tubes, l'impédance de sortie, elle n'est pas super faible. Hein, donc ça a vite fait d'être perturbé quand on a quelques dizaines de cas ou des choses comme ça. Hein. Et ça, on le verra dans les simulations. On verra un peu l'impact et l'impact des perturbations dues à la charge des trucs. Mais néanmoins, c'est un montage assez élégant, mais ce n'est qu'un simple buffer. C'est tout bête. Hein. Mais il faut le redessiner comme ça pour bien le voir. Sinon, on a l'impression d'un truc symétrique, et puis voilà, très bien. Alors, comment on calcule ce R'? C'est ça, là aussi, l'intérêt. C'est si on veut changer les tubes, on va être obligé de changer un peu les composants et réévaluer tout ça. Si on veut baisser ça, si on veut savoir, tout dépend du gain de ça, selon le gain de ça, ça va être intéressant de savoir, mais comment recalculer ces petites résistances pour rattraper le gain du tout. Alors ça, je vais profiter justement de ça pour rappeler un théorème extrêmement pratique pour ce genre de situation, c'est le théorème de Millman. C'est une méthode de calcul qui est idéale dans ce cas de figure pour évaluer les tensions un peu partout, pour évaluer le système et savoir comment il se comporte et en déduire les valeurs des composants en fonction de telle ou telle grandeur. Donc on va regarder un peu le théorème de Millman parce que c'est vraiment un outil qu'on utilise dans des tonnes et des tonnes de situations qui ne fonctionnent qu'avec des tensions et pas avec des courants, donc il est plus facile d'accès, et on va l'appliquer à ça pour calculer cette petite valeur de R'. Alors, ce théorème de Millman, il s'énonce d'une manière très simple, et il est universel. Alors, on part de quoi pour ce théorème-là? En fait, on part d'un point, d'un circuit, et ce point part des impédances de toutes sortes. Voilà. Alors c'est universel, ça peut être tout type d'impédance, Z1, Z2, Z3, Z4. Alors certaines peuvent être à la masse, certaines peuvent être à des sources de tension, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est de calculer c'est quoi la tension que j'ai en ce point A, avec tout ce qui est autour. Le théorème de Millman, il s'énonce comme ça. La tension au point multiplié par la somme de toutes les inverses des impédances qui en partent. Ici, j'en ai 4, ça va être 1 sur Z1, plus 1 sur Z2, plus 1 sur Z3, hop. Alors je mets en 1 sur Z, on peut raisonner en conductance, hein, qui est l'inverse de ça. Je vais rester avec des impédances qui est habituellement plus utilisée. C'est égal à chaque tension de l'autre côté des impédances divisé par l'impédance. Donc ici, Z1, c'est... ici, je vais mettre des masses pour le truc. Z1, ici j'ai V1, ici j'ai V2, ici j'ai V3, et ici j'ai V4. C'est en fait Z1 sur V1. Non, V1 sur Z1, pardon. V1 sur Z1, plus V2 sur Z2, plus V3 sur Z3, etc. Donc c'est vraiment simple comme expression. C'est quasi symétrique. On pourrait dire VA sur Z1, VA sur Z2, VA sur Z3, c'est V1 sur Z1, V2 sur Z1, etc. Il n'y a que des tensions ici, il n'y a pas de courant. Hein? Donc, enfin, s'il y a un courant, évidemment, un courant dissimulé, si on retourne les expressions, on retrouvera des courants, mais disons qu'on ne manipule que des tensions et des impédances, et on se retrouve à pouvoir calculer la tension d'un point, connaissant les tensions tout autour des impédances qui arrivent dans ce point. Ok, maintenant on va l'appliquer à notre truc. Donc on va prendre
ce schéma avec, voilà, on va prendre ça R1, R2, et ici on a un gain donné. Donc ici on va dire qu'on a VE, ici on a VS, et on cherche VS sur VE. Voilà. Et on va utiliser Millman pour ça. Alors, ici, il y a un point qu'on ne connaît pas. Ce point-là, c'est celui-là. Enfin, qu'on ne connaît pas. Effectivement, on ne le connaît pas a priori, c'est celui-là qui nous intéresse. C'est celui que je vais appeler VA, le potentiel en A. En appliquant Millman, ça donne quoi? J'ai VA fois la somme des inverses des résistances, des impédances qui en partent. 1 sur R1. 1 sur R2. Bon, il n'y en a pas d'autre. C'est égal à chaque tension de l'autre côté de chaque impédance divisé par l'impédance, ça fait VE sur R1 plus VS sur R2. Voilà, Millman appliquait ce truc. Alors ici, on a quoi? VA, on ne connaît pas, a priori, mais en fait, si quand même. Ici, on a un ampli qui a un gain de G. Donc, on a forcément VS égale moins GVA. Simplement parce qu'on rentre, c'est un ampli inverseur en soi. Donc le gain, soit on dit qu'il amplifie de moins G, soit on rentre sur la proche moins, et puis on a un gain négatif. Et simplement, comme il inverse, j'ai la tension de sortie, c'est cette tension-là, qui n'est autre que VA, multipliée par moins G. Voilà. Donc ça, je peux remplacer. Donc ce qui veut dire que ici, le VA, c'est moins VS sur G. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a que du VS et que du VE. Et on peut trouver cette chose-là. Donc je passe sur toute la partie calcul, réduction de mes dénominateurs, tout l'attaquant. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du VS sur VE égale GR2 sur GR1 plus R1 plus R2. Alors, si G tend vers l'infini comme un ampli op idéal, en fait, GR1 va être très très grand devant R1, R2, donc R1, R2 dégage, on va se retrouver GR2 sur GR1, avec un signe moins, ça serait mieux, voilà, il y a un signe moins. Et on se retrouve avec moins R2 sur R1, qui est le suiveur inverseur habituel. Là, c'est un peu plus général, on a l'influence du gain dans le calcul. Alors dans le cas de notre ampli, ce qu'on veut, c'est que cette chose ait un gain de 1. On veut que le gain, pas celui-là, mais le gain global, on va dire VS, on veut que VS sur VE égale 1, exactement, avec un G qui n'est pas infini. Eh bien, on peut tout simplement égaler ça à 1 et calculer quelle est la valeur de R2 par rapport à R1 qui nous intéresse. Et si on retourne toute l'expression, on trouve un truc du style R2 égale R1, G plus 1 sur G moins 1. Voilà. On trouve un R2 légèrement plus grand pour compenser le fait que ce n'est pas idéal et que le gain n'est pas de 1 quand les résistances sont identiques. Donc, en fonction de G, on se retrouve avec un R2 légèrement plus grand. Et donc, en fait, si j'ai cette résistance R2 plus R', en fait, c'est R', c'est moins R2. On peut l'écrire comme ça. Et donc, on peut calculer cette petite résistance simplement par ça. Alors, comme dans le schéma, on est à peu près entre 60 et 70, quand on calcule, ça fait du 71 sur 69, par exemple, dans ces eaux-là, on retrouve à peu près 3% dans ces eaux-là. Tout dépend des gains, etc. Donc après, quand on multiplie par les résistances ici, on trouve cette petite résistance qui est rajoutée pour compenser. Alors après, c'est plutôt difficile d'évaluer exactement par pur calcul comme ça. C'est pour ça que les simulateurs ou le prototype est un moyen beaucoup plus sûr de voir les valeurs, quitte à mettre un petit potentiomètre ici, ce que je conseillerais plutôt, mettre un potentiomètre ici, pour pouvoir régler la symétrie une fois pour toutes. Après, ça varie peu avec le gain, hein. Faut voir que, bon, ces rapports, G plus 1 sur G moins 1, bon, même si le gain du truc, parce que les tubes s'usent un peu, ça n'a pas changé grand-chose, hein. On n'est pas vraiment dans quelque chose de très grave. Mais voilà, c'est comme ça qu'on calcule le truc. Et là, c'était une application théorème de Millman, qui est vraiment, alors là, dans toute situation de ce genre, le théorème de Millman est vraiment, vraiment universel. Et en fait, quand on a, par exemple, alors on peut avoir des trucs super tordus. Par exemple, je prends un truc ponté, comme ça, je sais pas, avec une capa, et j'en mets un en parallèle avec une capa, comme ça,
une résistance, voilà, et puis une autre kappa comme ça. S'il fait un double T parallèle, exactement. Et en fait, Millman, on a un VE ici, on a un VS là, bon, on a la masse là. Alors, ben, on applique Millman en ce point-là, avec... Si Millman fonctionne avec des kappas, des selfs et tout ça, simplement on remplace le R tout à l'heure par 1 sur JC oméga et par JL oméga. Ou CP, LP pour simplifier les écritures. Et puis on fait les calculs. Et puis voilà. Et on a les valeurs des filtres directement, VS en fonction de VE, on a les fonctions de transfert comme ça. Alors quand on a des trucs très compliqués, des réseaux, en fait, d'une manière purement numérique, ce qui se passe dans les ordinateurs quand on modélise ce genre de trucs, en fait ce sont des systèmes à résoudre, des systèmes d'équations à résoudre. En algèbre linéaire, on met ça sous forme de matrice qu'on inverse, et on peut calculer toutes les valeurs dans tous les points. Alors, les simulateurs SPICE font des choses de ce genre. Alors, les simulateurs SPICE, eux, sur des systèmes bouclés, etc., essayent de résoudre par des méthodes de Newton, des choses comme ça. Mais pour toutes les variations, les évaluations en continu, des trucs comme ça peut tout à fait être évalué dans un réseau avec quelque chose qui dérive de Millman au niveau du principe. Et ça reste des équations à résoudre et des systèmes à retourner. Et Millman est extrêmement puissant dans ce cas de figure. C'est très puissant si on veut faire des filtres de haut-parleurs, par exemple. Hein, par exemple, là, un filtre passe-bas. On peut faire du 5e ordre, comme ça. On peut calculer la fonction de transfert de ça en appliquant Millman 2 fois, ici et là. Puis voilà, on le fait en chaîne. Bon, c'est facile, mais ça marche très bien. Et on n'a pas de notion de courant qui vient dans les calculs. Parce que quand on utilise la loi des mailles, loi des nœuds, on dit que le courant ici, là, et le courant dans la maille là. Bon, bien sûr, ici, il faut une charge donnée, etc. Bon, ça peut devenir extrêmement compliqué. Mais Millman permet de ne pas avoir la variable courant qui vient interférer dans le calcul. On travaille qu'en tension. Bon, bien sûr, SPICE, lui, il ne va pas utiliser Millman tout seul parce qu'il ne pourrait pas évaluer les courants, tout ça. Bon. C'est beaucoup plus général que ça. Mais l'idée, c'est quand même, à la fin, ce sont des équations qui se font les unes derrière les autres et on essaye d'annuler les variables au fur et à mesure pour obtenir un résultat final. Bon, Millman, ça permet de résoudre qu'en termes de tension et d'impédance pour résoudre des systèmes comme ça. Et c'est comme ça qu'on vérifie les choses et qu'on fait ces calculs à la main. C'est extrêmement puissant et ça fonctionne, surtout quand il y a des amplis up, tout ça, ça va très très bien pour calculer. Donc voilà, c'était on va regarder un peu le schéma de ce truc-là, comment il fonctionne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un peu tous les tubes que j'ai en stock, voir lesquels seraient les meilleurs candidats pour l'étage d'entrée. Bon, l'étage sortie, j'ai déjà les tubes, donc voilà. Quelle combinaison serait la plus avantageuse en fonction des gains, des transconductances, des paramètres des tubes. On va regarder quelques tubes comme ça. On va le choisir et après, on va simuler tout ça pour voir si c'est mieux, pas mieux, quels sont les paramètres qui sont améliorés, pas améliorés, etc. Voir si on peut obtenir un résultat intéressant avec d'autres tubes sur le même schéma.